Une photo, une image devenue culte. Louis Armstrong, légende du jazz, souriant aux côtés de sa femme Lucille devant le sphinx de Gizeh en Égypte. Un moment de grâce? Peut-être. Mais derrière cette image emblématique se cache une stratégie géopolitique. Un plan élaboré par les États-Unis, dans un monde fracturé par la guerre froide, bienvenue dans l'histoire fascinante du jazz comme arme diplomatique. Nous sommes au début des années 1950. Le monde est divisé en deux blocs, l'Ouest capitaliste dirigé par les États-Unis et l'Est communiste dominé par l'Union soviétique. La guerre froide ne se livre pas seulement avec des armes, elle se joue aussi sur le terrain des idées, des cultures, des symboles. On appelle cela le soft power, le pouvoir d'influence, de séduction, de rayonnement. Le président Eisenhower le comprend très vite. Pour contrer la propagande soviétique dans le tiers-monde, il lui faut une arme inattendue, le jazz. Le jazz est à cette époque la musique de l'Amérique moderne, dynamique, métissée, libre. Il incarne sur le papier les valeurs démocratiques américaines. Pourtant, ironie du sort, cette musique est portée par des musiciens afro-américains à une époque où la ségrégation raciale fait rage aux États-Unis. Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Duke Ellington ou encore Benny Goodman vont être recrutés pour devenir des ambassadeurs culturels de l'Amérique. On les appelle les jazz ambassadors. Le jazz devient ainsi un outil stratégique. On envoie ces musiciens aux quatre coins du globe, Afrique, Moyen-Orient, Asie, pour séduire les cœurs et les esprits et faire oublier la ségrégation et les violences raciales aux États-Unis. En 1961, Louis Armstrong entame une tournée au Moyen-Orient. C'est à cette occasion que naît la célèbre photo prise devant le Sphinx. Ce cliché est lourd de symboles. L'un des artistes afro-américains les plus célèbres du monde, photographié dans un haut lieu de la civilisation africaine, le tout orchestré avec la bénédiction du département d'État américain. Cette photo soigneusement diffusée vise à montrer une Amérique tolérante, diverse, où un homme noir peut devenir une icône mondiale. C'est une réponse directe à la propagande soviétique qui dénonce le racisme institutionnel aux États-Unis. Mais Louis Armstrong n'est pas dupe. En 1957, on lui propose de partir en Union soviétique, mais il refuse catégoriquement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les États-Unis sont secoués par l'affaire des Little Rock Nine. 9 lycéens afro-américains empêchés d'entrer dans un lycée dans l'Arkansas malgré une décision de la Cour suprême. Armstrong déclare publiquement « Les Russes peuvent bien m'attendre. Je ne représenterai pas un pays qui traite mes frères comme des chiens. » Un geste fort, rare, qui révèle la tension entre sa position d'ambassadeur culturel et sa réalité d'homme noir dans une Amérique raciste. Il dira plus tard que cette tournée était une tournée des dupes, un spectacle diplomatique qui servait l'image d'un pays qui ne respectait pas ses propres idéaux. La photo devant le Sphinx reste dans les mémoires comme un symbole d'ouverture, de rayonnement culturel, de génie musical. Mais elle rappelle aussi les contradictions profondes d'une époque. Une époque où les États-Unis utilisaient les artistes comme une vitrine internationale. Louis Armstrong, par son talent et son courage, aura marqué bien plus que la musique. Il aura malgré lui incarné les paradoxes de l'Amérique et la puissance du soft power culturel.